Natacha Polony, on sent que tout le monde guette ce qui se passe dans les facs ce matin encore pour voir si le mouvement va prendre. Oui, parce que c'est l'autre mouvement et c'est celui qui fait les unes aujourd'hui. Alors le Parisien se demande d'ailleurs que se passe-t-il vraiment dans les facs, avec une interview de Georges Haddad, le président de Paris 1 Sorbonne, qui explique à propos de sa fac, ça a commencé comme une contestation de la loi Parcoursup par des étudiants avec des revendications que je peux comprendre, mais maintenant j'observe une contestation globale qui demande la démission du président de la République, la fin du capitalisme et des États. J'ai peur, nous dit Georges Haddad, que Tolbiac se transforme en une ZAD universitaire. Alors c'est à peu près le même ton en une du Figaro, les étudiants otages des bloqueurs. Le Figaro qui évoque, à la suite d'ailleurs du Midi Libre, Paul Valéry, l'université Paul Valéry de Montpellier, université de lettres fermée depuis 2 mois tout de même. Les étudiants et les enseignants qui veulent travailler ont peur d'être agressés physiquement, ne peuvent pas y aller. La direction n'a pas accès à ses bureaux et ne peut pas faire de réunions autrement que sous surveillance des étudiants grévistes. Enfin tout ça est formidable. Cela dit, il faut lire aussi l'article de Libération qui décrypte le Parcoursup pour comprendre réellement ce qui pose problème aussi dans cette réforme, dans la mesure où, à la limite, on peut comprendre le principe, mais c'est la mise en œuvre qui est remise en cause par beaucoup d'enseignants des facs. Il y a un consensus, en fait, à peu près sur l'idée qu'il ne fallait pas rester dans ce qui se passait avant, mais là, on se retrouve avec des enseignants de fac qui doivent gérer des dossiers qui comportent tous les bulletins scolaires de chaque étudiant, un avis du professeur principal, 2 avis du proviseur. Ils doivent classer les dossiers sans ex-aequo. On leur a expliqué qu'éventuellement, ils pouvaient les classer avec 2 décimales. C'est-à-dire, en gros, il y aura un dossier classé 18,877 et un autre 18,876. Et on devra décider qui rentre à la fac, qui n'y rentre Ça a l'air pas. très simple. Voilà, alors dans évidemment. quelle filière, puisque tout le monde va rentrer à la fac. Oui, dans quelle filière? Alors en face, on a évidemment le syndicat SNESUP FSU qui expose, lui, sa vision du problème, et là c'est délicieux, c'est-à-dire qu'en gros, il propose de ne tenir compte que de 2 critères de sélection. L'obtention du baccalauréat qui prouvera que les attendus sont possédés. Et là on rigole, et la demande d'inscription qui témoigne de la motivation suffisante et de l'adéquation entre la formation et le projet de l'étudiant. Bref, on prend tout le monde, tout va bien. Alors, la réponse du président de la conférence des universités dans Libération, à qui on demande, mais est-ce que ça ne va pas instaurer Parcoursup un classement social, dit la plupart des choix sont déjà faits pour des raisons de proximité territoriale, et l'échappatoire, ce sont les prépas ou les filières sélectives. Donc le classement social, il existe déjà. Alors, cela dit, pour comprendre aussi un petit peu le cœur du problème, il faut aller dans le canard enchaîné. Roselyne, ça vous a beaucoup plu. Ça s'intitule « Dossier de presque ». En fait, c'est le communiqué de l'UNEF sur les revendications des étudiants, et il est merveilleux. Vous lisez bien ce qui est écrit à l'oral, ça ne rendra rien. La réforme de l'université vient créer, et accent aigu, de nouvelles barrières sans S à l'accès des jeunes à la filière de leur choix. Bien sûr, on retrouve dans ce communiqué l'argument de genre, parce qu'évidemment, tout est un problème de genre. Donc on explique que les femmes choisiront des filières avec des qualités ou prérequis dont elles pensent disposer actuellement et étant à leur portée HRE, c'est absolument formidable. On comprend qu'ils ne veuillent pas de sélection. Alors, dans le Figaro, Laurence de Charette parle surtout du fait que les étudiants qui étaient peu mobilisés jusqu'à présent lors de la mise en place du nouveau système, donc le sont maintenant beaucoup plus. Alors elle dit, à moins l'hypothèse est étayée par la moyenne d'âge particulièrement élevée de certaines assemblées générales, que ces drôles d'étudiants-là ne le soient plus tout à fait. Les vrais ayant dû céder la place à toutes sortes de professionnels de la lutte. Quand on a vécu des AG étudiantes, on sait que c'est parfaitement probable. Bon, mais cela dit, elle parle surtout de la question de savoir, est-ce qu'il y a un point commun entre les conditions d'accès à l'université, le droit d'asile, le statut des cheminots ou encore la fin du capitalisme, ces thèmes qui motivent apparemment le blocage d'une partie des universités françaises. Donc la fameuse convergence des luttes. Il y a une réponse très intelligente d'Elisabeth Lévy dans Causeur qui dit « cheminots étudiants pour la divergence des luttes ». C'est-à-dire qu'elle explique que les syndicats cheminots ont bossé sur pas mal de points, leurs arguments sont très convaincants, mais confondre leur combat avec les pauvres slogans, ceux de l'UNEF par exemple, des organisations étudiante, c'est passer à côté de l'essentiel. Les cheminots défendent notre monde commun. Les étudiants incultes de l'UNEF veulent sa liquidation. Voilà. C'est fait. C'est dit. Sauf que ces mouvements qui rêvent de se rejoindre,
On oppose le silence présidentiel. Oui, et une partie de la presse commence à s'interroger. Dans Les Échos, Cécile Cornudet parle de la convergence des doutes. Elle dit une expression présidentielle au moment où un coin peut être enfoncé dans le front syndical, voilà qui pourrait convaincre l'opinion de basculer du bon côté. Sauf que, alors Guillaume Tabar dans le Figaro affine un peu, il dit parler c'est dramatiser. Or, ce n'est pas ce que veut faire l'exécutif sur la SNCF. Mais parler c'est aussi expliquer, parler enfin c'est solenniser, pour dessiner un horizon. Alors faut-il que le président le fasse? Il y a un sondage dans Les Échos qui nous explique quand même qu'il y a un problème absolument énorme. C'est pas forcément une parole présidentielle qui va le régler. Le sondage, c'est la cote de confiance. Alors ça ne veut rien dire. 39% font confiance au président de la République. Mais derrière, il y a un chiffre beaucoup plus intéressant. 65% des cadres lui font confiance, 27% des classes populaires. Et là, on comprend que la France est fracturée. Et ça, c'est pas une parole présidentielle qui va répondre à ce problème. Oui, il n'y a jamais eu un tel grand écart et on va y revenir dans la deuxième partie de la République LCI dans un instant. Est-il le président de la fracture, comme vous venez de le formuler, Natacha? Emmanuel Macron? L'article du jour. Ah, ça c'est merveilleux, changez-vous les idées et allez lire enfin une pensée à la fois passionnante et vertigineuse. Sylvain Tesson est en une du Figaro Magazine. Alors il raconte par exemple comment il a transformé des idées en voyage. Et c'est une idée absolument splendide. Par exemple, lui qui est non-croyant voulait vivre un moment relevant du sacré. Alors il est allé guetter l'apparition d'une panthère des neiges à 4000 mètres d'altitude par moins 35 degrés. Et il dit l'exaltation intérieure que j'ai vécue équivalait sans doute à celle de Bernadette Soubirous dans la grotte de Lourdes. Et puis, au moment de l'interview, les cloches de l'église d'à côté sonnent. Et il explique que cette église a vu le baptême de Huysmans, l'enterrement de Bernanos. Mais il dit, il n'y a pas que cela. Quand je vois cette église, je remarque tous ces moellons de calcaire qui furent des coquillages écrasés, donc des êtres vivants. Et il se lance dans un éloge de la sédimentation. Cette interview est merveilleuse.